Merci de nous écouter à travers nos antennes régionales à Boké, à Zérékoré, à Kindia également, à Labé, mais aussi à Labé sur la 99.7. Vous nous écoutez dans le Nabaya à Kankan sur la 99. Merci à tous de votre fidélité. Nous continuons donc les grandes gueules de ce mardi 9 mars 2021 jusqu'à ce mois de mars. Il était l'un des bras droits du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Militant depuis des années, il a été comme bien d'autres au cœur de tous les combats de l'opposition les 10 dernières années. Alpha Boubacar Ba décide de s'arrêter. Il quitte l'UFDG et la politique pour un moment. Sa nouvelle orientation n'est pas connue, mais il souhaite davantage se consacrer à sa carrière professionnelle. C'est la première démission officielle au sein de cette formation politique après la présidentielle du 18 octobre dernier. Ce matin, il reviendra beaucoup plus en détail sur les raisons de son retrait de la vie politique et l'épisode qui a suivi l'autoproclamation de Cellou Dalein Diallo, président de la Guinée, le 19 octobre dernier. Mouvement de colère ce matin à Fria. Les femmes veuves bloquent l'accès à l'usine d'Alumine. Épouses de travailleurs décédés, elles réclament à la compagnie Russal des pensions et une véritable assistance pour leurs familles. C'est l'autre phase donc de cette crise qui dure depuis 2010 qui se manifeste. Cela fait 8 ans, il faut le dire, que ces femmes font des démarches auprès de la compagnie pour obtenir leurs droits. L'implication des autorités non véritables n'a malheureusement pas encore permis d'arranger les choses. Nous allons donc avoir ce matin, depuis Fria, Awa Kamara, elle est la porte-parole donc de ces femmes veuves. Et ce sujet qu'on devait d'ailleurs traiter hier, plus de 40 Guinéens ont perdu la vie aux États-Unis depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus. Comment les ressortissants guinéens vivant de ce côté se sont-ils organisés pour gérer cette situation? Si tout va bien, nous joindrons Dr Doussouba Koroma, vice-président de la communauté guinéenne vivant à New York. Elle répondra donc aux questions des grandes gueules. Mais vous le savez, cette émission interactive, d'abord vos réactions qui comptent pour le bon déroulement de cette émission, les grandes gueules. Nous allons partir donc avec Kabine Kondé sur Twitter, les tweets qui sont déjà parvenus. Qui nous a écrit le premier? On va le dire... Mohamed, le politologue, nous écrit au hashtag espace GG. Bonjour la team. Le peuple de Guinée est responsable de la recrudescence de la Covid-19. Il faut signaler, il n'y a aucun respect à l'égard des mesures annoncées. Comment voulez-vous qu'on ne reste pas éternellement dans cette situation de détresse pandémique? C'est donc Mohamed, le politologue, qui nous envoie ce tweet. Emmanuel Kant, bonjour les GG. À voir le tableau récapitulatif de l'ANSS, l'on se rend compte que c'est la deuxième vague de Covid-19 qui guette le pays, mais la population est tellement préoccupée par la vie quotidienne qu'il est très difficile de faire face à cette pandémie. Hashtag espace GG. Fofana Falilou nous écrit également. Bonjour les GG, je vous écris depuis Séoul. Antoine, tu dois savoir que cette pandémie explose partout avec un rythme galopant. Ce n'est pas propre à la Guinée seulement. La Corée du Sud, qui était appréciée par tout le monde, s'est vue depuis fin février dans le chaos. Baldé Alim nous écrit également. Je suis entièrement d'accord avec Ahmed. Rentrer dans les quartiers, 95% de la population ne porte pas de masque. Seulement dans les rues, les citoyens portent les masques par peur de la police. Hashtag espace GG. Aloussen Fadiga, Peace and Love, nous écrit également. Le port de masque Covid, c'est pour protéger l'autre. Si chacun en porte, on se protège les uns les autres. Une personne qui porte un masque peut réduire la propagation de personnes face à face. En distanciation avec les masques, le virus tombe. Nous partons avec cet autre, Hamid le Guinéen. Bonjour les grandes gueules. C'est pas pour les gestes barrières que la majorité de la population porte le masque. C'est pour plutôt éviter d'être intercepté par la police et payer 50 000 francs après. La vérité est que l'autorité et le peuple banalisent cette pandémie. Il le dit, Hamid le Guinéen, qui nous écrit au hashtag espace GG. Makidare Salam, bonjour, welcome Ahmed. Je t'informe que les problèmes que tu as laissés se sont accentués avec plus de conséquences. Après l'Ebola business, c'est maintenant Covid business. Ils ont fini de s'enrichir pendant que la pandémie fait des ravages. Mourons autrement, il le dit, Maki Dar es Salaam. Youssef Kaba, nous devons prendre conscience de la gravité de la Covid-19 tout en apprenant à vivre avec elle. Il ne faudrait pas attendre que la chicotte soit brandie par les autorités pour s'approprier des gestes barrières.
Intégrons-les dans notre quotidien et faisons-nous dépister. Youssef Kaba qui nous écrit sur Twitter. Nous partons avec Mo Salah. Bonjour les grandes gueules. Comme d'habitude, ceux qui dirigent sont toujours incapables d'être à la hauteur des choses. Au Sénégal, vous avez plus de 200 cas quotidiens, mais ils sont organisés pour faire face. Les gens vaquent à leurs occupations sans trop de bruit. Ces différentes réactions sur Twitter. On va partir sur une autre plateforme pour essayer de voir vos réactions. Nous partons avec ce premier pour le taureau de l'INSA. Bonjour Yaya et à toute l'équipe. L'État à travers les autorités sanitaires doivent tout faire pour nous doter des centres pour les malades du coronavirus afin d'éviter les confinements à domicile. Par ailleurs, c'est dans les moments difficiles que tu vas comprendre les personnes loyales. En politique, pause est égale à une démission, c'est tout. Respectons les mesures sanitaires et portez vos masques pour éviter la propagation de la COVID-19. Il le dit pour le taureau de l'INSA. Nous partons à présent avec Alpha Moussaya Makadiabi qui nous écrit bonjour Madame Yero et à toute l'équipe. J'invite la commission rogatoire à mettre main sur tous les avocats de ceux qui sont impliqués dans cette affaire de cocaïne. Ils sont tous complices. Bon séjour à Ahmed Kamara. Et donc, il demande à ce qu'on arrête les avocats. C'est bizarre. Les gens ne se protègent pas contre la COVID-19, mais par peur de payer les 50 000 pays des tortues. Alpha Moussaya Makadiabi qui nous envoie donc ce message. Nous partons avec cet autre message de Maki Premier de Dar es Salaam. Bonjour, bon retour à Ahmed qui nous a manqué. Alpha Bouakar part à un moment crucial et il pouvait le faire à l'interne, mais personne n'est indispensable à l'UFDG. Notre force réside dans la détermination de nos militants et structures. Nous continuons le combat jusqu'à récupérer notre victoire. Maki de Dar es Salaam donc qui nous a envoyé ce message. Nous partons avec cet autre. Bonjour la plus lionne des radios. Moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. Parlant de Covid, ça fait honte de dire tous les jours qu'il n'y a pas de place. La solution serait de confiner chacun chez lui. C'est la proposition donc de Saïdou Yaouki. Nous partons avec Dr Moro Sidibé qui nous écrit depuis Cancan. Voilà, il voulait surtout réagir. Voilà, peut-être qu'on va essayer de gérer ça après l'émission. Cet autre message qui nous parvient à l'instant, la politique n'est pas aussi la seule alternative pour se faire entendre. Au contraire, nous avons vu ailleurs en politique, ton meilleur ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi demain, selon le président Alpha Condé. Donc, il faut juste savoir mener le combat. Ce message donc est signé de Moussa Bayimbo. Un dernier donc avant de continuer l'émission. Voilà, je pense qu'on peut donc y aller avec les sujets du jour. Comment on appelle? On continue avec Ahmed qui était sur le point de réagir sur... Il y a une précision à apporter. Ahmed parlait de Tchebourou comme étant celui qui mène cette enquête. Ce n'est pas Tchebourou qui mène l'enquête. Non, c'est la commission rogatoire. C'est important. Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai posé la question. J'ai dit, je pense que c'est bon. Non, ce n'est pas lui. Non. Il y a au sein, vous avez sur le terrain, au-delà du juge d'instruction, vous avez la douane qui est représentée, la préfecture maritime qui est représentée, la police, la gendarmerie. Vous avez également l'OCAD qui est représenté parce que c'est une unité spécialisée il faut dire qu'à l'origine, la saisie a été effectuée par la BAC. Exactement. Maintenant, une commission spéciale a été mise en place. Oui, exactement, pour revenir sur tout le travail qui a été fait donc, par l'unité saisissante donc, de ces cocaïnes-là. Je souhaite, c'est mon souhait, que toutes les personnes qui sont mêlées à cette affaire soient arrêtées et vraiment que le pouvoir puisse vraiment montrer l'exemple cette fois-ci, parce que la question de la drogue, je vous ai dit, la lutte contre la drogue, il n'y a qu'une seule action qui m'a un peu tapé dans l'œil depuis que la guerre contre la drogue a commencé dans ce pays. Et ça date encore du temps du général Lansana Conté. Vous allez me dire que je suis nostalgique de cette période, mais oui, parce qu'il y a quand même des actions qui se sont passées qu'on peut saluer. La quête à Farana, l'avion qui est venu directement du Venezuela et qui a été arrêté. On a vu comment cet avion a été arrêté. Même les personnes qui ont arraisonné cet avion sont passées dans le Daddy Show. Mais à l'époque, si vous avez bien suivi, ils ont fait preuve de professionnalisme parce que quand ils ont remis la drogue aux responsables, ils ont fait ce que Moussa signalait tout de suite. Il y a eu une décharge pour dégager complètement leurs responsabilités. Je pense que c'est comme ça que ces officiers devraient faire. Aujourd'hui, si ces jeunes qui ont été arrêtés
peut-être qu'ils ne sont même pas responsables de cela. Eux, ils sont en moto. On a pas mal d'officiers qui sont dans les Jeep Wrangler. Où ont-ils pris cet argent? Ahmed, ça c'est notre Non, c'est pas une autre paire de manches, c'est important. Non, moi, je veux signaler, vous n'êtes pas parti en guerre pour rafler quelques dollars, parce que si vous partez en guerre, vous pouvez gagner quelques... Un policier ne fait pas coup d'État. S'il vous plaît. J'ai jamais vu dans le monde qu'un policier a fait coup d'État. Donc il faut faire un coup d'État et prendre l'argent dans les caisses afin de s'acheter des... C'est la peur. Ahmed, pourquoi je vous le dis? Je vous dis. C'est la peur qu'on a vendue au président de la République. Lorsque la drogue a été saisie, il lui a été dit, monsieur le président, surtout au procureur, il a été dit au procureur, on va nous attaquer si on n'incinère pas rapidement cette drogue. C'est extraordinaire. Mais vous avez une unité spécialisée dans la lutte contre la drogue. Vous saisissez de la cocaïne. Vous vous empressez, vous appelez le procureur, vous lui dites, il faut qu'on incinère, sinon on risque d'être attaqué. Par qui? Par les cartels. Le policier ne fait pas de coup d'État. Voilà ce qu'on vend. Voilà aussi la peur qu'on vend au chef de l'État à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi on aurait pu incinérer ça. Je suis l'enquête de Moussa et c'est la première fois que Moussa nous dévoile cela. Qu'ils ont dit qu'il faut l'incinérer, sinon ils vont se faire attaquer. Exactement. Celui qui l'a dit, c'est le premier qu'on doit arrêter. Il sait, il sait qui existe et qui est capable d'attaquer. Et c'est parce que les sacs ont été substitués, les plaquettes ont été substituées. On sait pertinemment que ce sont des... c'est de la farine qu'on allait incinérer. Moi, l'autre question aussi... il y a quand même beaucoup de doutes et on est en droit de les émettre à ce stade, n'est-ce pas, de l'enquête. C'est vrai que tout n'est pas dévoilé à la presse. Le procureur Sidi Suleiman Diaye, qui a été le premier à révéler cette affaire, a fait une seule communication. Et après, je ne sais pas s'il est mêlé au travail qui est fait. Bon, c'est vrai qu'il y a un juge d'instruction qui va être associé à la commission rogatoire pour faire ce travail. Mais des questions qui demeurent, c'est autour des ramifications. C'est vrai, de manière assez concrète, on a mis main sur les commandants adjoints des BAC, je crois. Oui. Mais il y a des ramifications jusqu'au niveau de la police judiciaire. Sauf qu'à ce niveau, on a peut-être donné la possibilité à ce que les suspects ne soient pas touchés. Alors que si les suspects ne sont pas éloignés de la gestion des affaires publiques, il va y avoir des difficultés à obtenir les informations qu'on recherche aujourd'hui autour, n'est-ce pas, de cette enquête qui, à ma foi, est importante pour non seulement cette affaire, mais surtout pour suivre l'affaire jusqu'au bout. C'est-à-dire comprendre la chaîne de ce trafic qui n'est quand même pas nouveau dans ce pays-là. En tout cas, si le président veut bien gérer son mandat, il a intérêt à ne pas du tout rater ceux qui sont responsables de cette situation. Parce que même sa sécurité personnelle peut être en danger si il ne met pas hors d'état de nuit ceux qui sont en train de s'adonner à cette situation. Parce que les cartels, je vous le dis, elles sont dangereuses. On a vu ce qui s'est passé en Amérique latine quand on a arrêté le fils de Pablo Escobar. Le président était obligé de demander à la police de le libérer parce que les cartels ont pris des armes et affronté l'armée. Ça se passe aujourd'hui même au Mexique, au Pérou. Récemment avec El Chapo. Et cette drogue nous vient d'où? Ça vient de ces pays. Donc c'est vraiment une lutte qu'il ne faut pas du tout négliger. C'est vrai que même dans les pays développés aujourd'hui, on a les agents de sécurité qui sont aussi complices. On en a vu dans tous les pays. Dans tous les pays, dans l'histoire, quand vous regardez. Il faut veiller constamment. Voilà, il faut veiller constamment. Alors, donc le président de la République a intérêt à ne pas du tout empêcher cette commission de bien fonctionner. Il faut la laisser fonctionner, mais au même moment, toute personne qui sera responsable de cette situation devrait aller en prison. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra commencer à lutter efficacement contre cette situation. Sinon, toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ça ne va pas du tout en ce qui concerne la lutte contre la drogue. Oui, moi juste pour une parenthèse par rapport à l'éco 4, puisqu'on parle de drogue, qui parle de drogue parle de criminalité, les deux sont intimement liés. Vous savez, ce phénomène de coupeur de route, quand c'est bon, il faut encourager nos services de sécurité. Vous savez, nous avons au niveau de la police la BRB qui est une unité spécialisée dans la lutte contre le banditisme. Vous avez au niveau de Mamou, je souhaiterais que la BRB soit mieux équipée pour agir. Vous avez au niveau de Mamou le groupement de gendarmerie qui est du côté de Mamou, en coordination bien entendu avec l'éco 12 de ce côté-ci, qui ont mené une opération, il y a de cela au moins 10 jours je pense, ou une semaine,
une opération qui a permis de mettre la main sur 3 présumés copains de route. Je pense qu'il y a deux actions réussies. Exactement. Donc, c'est important, ça passe sous silence. Vous savez, quand il y a des actions et qu'on attaque les véhicules, nous en parlons. Nous parlons du phénomène. Mais lorsque des agents, avec peu de moyens, ces gendarmes qui sont du côté de l'éco-12, prennent les risques parce qu'ils ont choisi ce métier, ils partent sur le terrain, ils mettent la main sur ces présumés copains de route, il faut les encourager l'État à le faire. Pourquoi je prends la parole sur ce sujet par rapport à l'éco-12? L'opération a été faite dans un véhicule banalisé. Et le véhicule banalisé appartenait au commandant de l'éco-12. Donc, dans une telle opération de service public, ce n'est pas normal que ce soit un bien privé qui soit utilisé à cet effet-là. Ce n'est pas seulement l'exemple, ce seul exemple qui explique le manque de moyens au niveau de cette gendarmerie, mais il y a aussi, d'autres moyens parce que c'est quand même le carrefour. Et si on veut vraiment lutter contre les coupeurs de route et toute la criminalité qui va avec, il faut donner suffisamment de moyens au groupement de gendarmerie, surtout à l'éco-12 qui se trouve du côté de Mamou, parce que c'est la ville Carrefour. Oui, je me rappelle qu'il y a 2 reportages que notre correspondant régional Alpha Mamoudou Bari nous a fait parvenir sur ces coups et ça, c'est le ministère de la Défense. C'est le ministère de la Défense qui a le portefeuille. Il faut desserrer un tout petit peu, laisser sortir un peu de, comme Ahmed Kamara le dirait, un peu de jet. On n'a même pas besoin de demander pardon à quelqu'un. Le président de la République, encore à ce niveau, doit prendre cette... Non, pourquoi je vais appeler le ministère de la Défense à desserrer? Desserrer quoi? Il n'y a pas un budget. C'est pourquoi il y a la loi des programmations militaires. Il faut mettre le budget à disposition, et il faut que ce soit clair. Tout le monde devrait voir cela. Combien est-ce qu'on met à la disposition des forces de défense et de sécurité? La dernière fois, on met pas je le disais. de moyens. Les moyens ne manquent pas en Guinée, je vais vous dire. Les moyens sont disponibles. Mais si on ne les met pas à disposition. Mais qui ne met pas à disposition? Est-ce que le président de la République a posé la question? Combien de milliards on a mis, par exemple, pour la sécurité des Guinéens au niveau de la gendarmerie? Combien ont été utilisés? Et ça a été utilisé comment? Combien on met à la disposition de la police? Combien a été utilisé? Combien? D'accord. La dernière fois, je le disais, il y a aujourd'hui, à chaque gendarmerie. Il y a aujourd'hui les coupeurs de route, on en parlait la dernière fois dans ce studio, c'est que même les motos qui leur ont été données depuis des années, aujourd'hui, toutes ces motos sont sur cale. Ça ne marche plus. Donc, au point que quand un véhicule dépasse un barrage, un checkpoint, on n'a aucune possibilité de poursuivre aujourd'hui les véhicules. Les motos sont sur cale, ça ne marche pas. Et il y a plein de problèmes comme ça, mais on veut que la lutte soit efficace contre... Les différentes brigades installées à l'intérieur du pays. Oui, les brigades sont installées, mais les checkpoints, les barrages qui sont le long de la route, il n'y a pas aujourd'hui d'engins. Ils ne sont pas équipés, même pas suffisamment. Ils ne sont vraiment pas équipés. Les motos qui leur ont été données, je le disais, depuis plus de 5 ans, ces motos aujourd'hui sont foutues, carrément gâtées, elles sont là. Donc il ne faut pas s'attendre trop à une grande efficacité. C'est vrai que les populations peuvent aider dans les enquêtes et autres, mais lorsqu'il s'agit de pourchasser les bandits, les coupeurs de route en rage campagne, c'est pratiquement pas possible aujourd'hui. Il faut donc mettre plus de moyens, d'équipement à la disposition de la gendarmerie à l'intérieur du pays, de la police. Mon frère, il faut voir où. Vous êtes en train de parler de moto. Il faut chercher même des avions aujourd'hui. Vous pensez que c'est une moto qu'on va prendre pour poursuivre des coupeurs de route? Mon frère, c'est ce que je vous dis. Regardez loin. On a les moyens. Je refuse. Ne rêve pas, puisque ce cas d'avion dont vous parlez, c'est une réalité. Mais pour l'instant, on n'a même pas une moto. Vous voulez parler d'avion? C'est ce que je vous dis. Il ne faut pas être dans les chimères quand même. Non, regardez loin. Et quand on parle, on dit non, on n'a pas les moyens. Nous avons les moyens. Les moyens existent dans ce pays. Les moyens existent. Allez, Ahmed, réveille-toi. Tu es en Guinée. Tu es revenu là, tu es rentré. Bien, on va accueillir notre invité, Alpha Boubacar, qui est déjà installé. Bonjour, bienvenue chez les Grandes Gueules. Bonjour, chers amis. Bienvenue donc dans les Grandes Gueules. Il est beaucoup plus fils de la Basse-Côte, ce monsieur, mais il ressemble un peu. Donc, je pose la question. Alors, Alpha Boubacar, nous l'avons appris avec grand étonnement, compte tenu de la promiscuité que vous aviez avec le président El Hadji Cellou Dalein Diallo. On n'a pas assez bien compris que ça pourrait venir de vous. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui explique, au-delà des petites phrases que vous avez pu donner à la presse, qu'est-ce qui explique ce choix de sortir complètement, de faire cette pause? Pourquoi une pause? Merci. Permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire
toutes ces victimes des violences politiques et sociales de notre pays. En tout cas, depuis que je mène cette vie politique, je pense aujourd'hui à tous nos amis qui sont arrêtés et incarcérés à la maison centrale, ceux qui sont connus et surtout beaucoup sont là-bas, ce sont des anonymes, y compris de la société civile, journalistes et autres, y compris cette dame du RPG. Et je voudrais adresser mes pensées émues au président Cellou Dalein Diallo, à tous les responsables de l'UFDG, les militants, parce que je vous dis, je suis triste aujourd'hui d'être à cette position, devoir expliquer un retrait momentané de l'UFDG. Bien, qu'est-ce qui me motive? Deux choses principales, deux raisons principales. Je vais aller vite. Premièrement, c'est en 2018, en octobre. Je viens à Bruxelles, j'étais à Bruxelles en séjour auprès de ma petite famille qui est là-bas. J'ai une partie de ma famille là-bas. Et à chaque fois quand j'arrive, j'ai des amis, des promotionnaires néerlandais, j'y ai étudié, qui travaillent à l'Union européenne, qui me confient des tâches quand j'ai le temps pour pouvoir avoir un peu de sous à travers une prestation. Alors, en octobre, on se rencontre, on me confie un petit boulot qui devait prendre 10 jours. Je constate avec regret que je perdais la main dans le travail. D'habitude, je vais vite avec des travaux comme ça. Je constate quand même que je perdais la main et je devenais un petit peu obsolète. Je travaillais dans le domaine de investment banking à Bruxelles. Et donc, tout de suite, je décide quand même, moi-même, de me remettre à niveau et de dire que tout cela résulterait un peu de l'absence de travail intense, en tout cas dans mon domaine précis. Et je décide de repartir à l'école. Je repars aux Pays-Bas où je suis un boursier. Là-bas, le système, c'est une fois boursier toute la vie. À chaque fois que tu veux faire une formation continue, on prend en charge 60%, 70%, ça dépend des coûts. Alors, je viens, je régularise ça vite fait et puis je m'inscris à 3 institutions, le Fonds monétaire international et puis l'Université de Maastricht. Après, M-Lyon, c'est une école de commerce pour faire la gestion, le management des projets. Et aujourd'hui, la technologie nous permet d'étudier dans beaucoup d'universités, à la fois à distance, partout où vous êtes. Donc, je me remets à niveau. Le président Cellou est parfaitement au courant de ça, je l'informe. Et puis, parfois, c'est lui-même qui paye le billet pour que j'aille faire la présentielle et je reviens. Donc, à partir de cet instant-là, disons fin 2018, début 2019, je décide que quelle que soit l'issue des élections en 2020, je repartirai dans le privé pour travailler, pour reprendre le travail. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le sacrifice consenti pendant ces 10 dernières années, sans travailler, sans avoir aucun boulot, m'a fait perdre l'opportunité d'avoir une retraite. Je ne cotise plus ni en Europe, ni en Guinée où je ne travaille pas. Et on ne restera pas éternellement jeune. On arrivera un jour, à nos vieux jours, il faudrait vivre. On ne peut pas tenir compte des enfants qu'on met au monde, surtout maintenant. Donc, fin 2018, je décide que, quelle que soit l'issue, je vais travailler. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pendant ces 10 dernières années, je n'ai pas travaillé. Le 26 juin 2011, j'étais trésorier manager à Saint-Gobain. C'est une multinationale française, mais... Ne vous inquiétez pas pour l'anglais, Ahmed Kamaré. Donc, j'étais dans la filiale belge de cette multinationale. 3 jours, lundi, mardi, mercredi, je travaillais à Bruxelles. Jeudi, vendredi, j'étais à la Défense à Paris, où se trouve le headquarter. Donc, j'étais dans ça. Le 26 juin, nous recevons Cellou Dalein Diallo après le fiasco de 2010. Et le soir, on se rencontre. Il nous parle de la nécessité de faire rentrer certains jeunes et de rajeunir un peu autour de lui. Et puis pour donner une certaine impulsion au parti. J'adhère tout de suite et je décide d'abandonner ce travail pour rentrer au pays. Je prends donc 6 mois
en décembre, j'arrête le travail, je me prépare en janvier, le 14 février, j'arrive à Conakry. Depuis ce 14 février, lorsque les gens aillent dans leur boutique, dans leur bureau, chez vous ici, dans vos studios, moi, je vais à Dixine, chez Cellou Dalein Diallo, c'est là-bas mon bureau. Je vais à CBG, c'est là-bas mon bureau. Je n'ai rien fait comme travail professionnel dans le privé pour ma carrière et pour m'occuper de ma famille. 10 ans, je me suis rendu compte que c'était trop. J'ai considéré la politique comme un métier. Ça, je m'adresse un peu à tous les jeunes qui s'activent dans la politique, à tous ces jeunes qui croient que la politique c'est un métier. Il faut qu'ils comprennent que la politique n'est pas un métier. Vous faites la politique parallèlement à un travail professionnel, à un métier. Ça ne fait pas vivre. Et l'idée que l'on a de dire que c'est parce que je suis à l'UFDG, c'est à Cellou Dalein de s'occuper de moi. C'est au parti parce que dès que tu pars, on dit non, ils n'ont pas donné, ils sont pingres, ils se sont pas occupés de toi. Non, moi j'ai honte que ce soit Cellou Dalein qui me donne à manger, qui me donne ceci ou cela. J'en ai honte parce que j'ai les capacités, j'ai des diplômes, il faut que j'aille travailler pour m'occuper de moi et pour m'occuper et de même Cellou Dalein et le parti. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des obligations personnelles vis-à-vis de ma famille, de mes enfants, de mon épouse, je vous rappelle que, bon, vous ne savez pas, j'ai eu à divorcer de ma première épouse parce que j'étais dans des activités intenses. Depuis 2006-2007, j'étais dans cette affaire de révolution qu'on connaissait, qu'on a connue ici. 2007, comité de soutien, j'en suis un fondateur et je suis le fondateur de la section du comité de soutien de Cellou Dalein au Benelux. J'ai mené cette activité et depuis ça, nous sommes 24 heures sur 24 en politique, 7 jours sur 7, il faut s'arrêter et aller s'occuper de ces obligations qui n'attendent pas. D'accord. On a écouté les raisons avancées par Alpha Bakar qui sont pertinentes, il faut l'admettre, mais ça intervient à un moment où tout de même, 10 ans après, il y a eu la dernière élection présidentielle où Cellou Dalein Diallo a été déclaré vaincu par la CENI, où Alpha Bakar a mené combat et où tous les cadres du parti ont soutenu mordicus que Cellou était le président de la République. Je ne sais pas à quel moment, à quel moment vous vous rendez compte que ça a été une perte de temps de faire de la politique en Guinée. Ce mea culpa, vous le faites à quel moment? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Est-ce qu'entre vous et Cellou, le courant il passe correctement? Est-ce qu'il n'y a pas un problème véritable qui vous pousse à faire cette prise de conscience? Soyez francs, soyez sincères. Parce qu'au sein du parti, il y a certainement quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez pas, mais vous savez, quand on lave souvent le linge sale en famille, ce n'est pas propre. Mais quand c'est en public, chacun peut donner un peu de son muscle. On va le rendre tellement propre qu'on peut le déchirer. Parce que tout ce qu'il a dit, je pense pas qu'on puisse dire ce genre de truc et qu'à la fin on vous traite de traite. Voilà. Alors donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un problème. Je n'ai pas fait mea culpa pour dire que c'est inutile de faire de la politique. Je dis qu'il faut faire de la politique, mais en travaillant. On ne doit pas considérer la politique comme un métier comme moi je l'ai fait. Si en 2011, si c'était à refaire, j'allais demander rentrer en Guinée, bien sûr, travailler dans le privé et en mes temps libres, aller faire de la politique. C'est ce que je dis. Je ne regrette pas de m'avoir engagé parce que j'ai des obligations aussi. Je reviens à ma question, Alpha Bakar. Maintenant, vous parlez de Cellou Dalein. Parce que, vous savez, nous sommes en Guinée, tout le monde croit qu'il faut qu'il y ait des problèmes personnels pour que vous preniez la décision. Je n'ai pas l'âge que j'avais il y a 15 ans. Mes enfants grandissent. Mes parents ont vieilli. Ces gens-là se sont investis énormément. Un vieux qui n'a jamais été à l'école, qui paye les études de son enfant, qui paye les enfants de son enfant. En Europe, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas un riche. Donc, pour ce vieux-là, je peux tout abandonner. Vous comprenez? Lorsque je viens trouver mon papa malade, j'ai essayé d'avoir des boulots pour ne pas être obligé de partir. Une déclaration officielle. Non, j'allais forcément partir. Parce que, c'est-à-dire, j'ai dit encore une fois que moi, j'étais à
24 heures sur 24 dans le parti. Quel que soit ce que j'allais faire, même si je ne faisais pas une déclaration, si je prenais un boulot qui me prenait mon temps, je n'étais plus libre pour le parti. Ça serait visible tout de suite. On va toucher la plaie parce qu'il y a des non-dits dans cette histoire. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de plaie. Il y a des non-dits. Par exemple, je prends le cas de Selou qui n'a pas été législative. Je sais qu'Alpha Bakar, forcément, aspirait à devenir député. Bien sûr. Voilà. Cette erreur monumentale qualifiée par certains de Selou qui n'est pas allé aux élections législatives a fait que beaucoup de cadres au sein du parti n'ont pas été promus à des fonctions, des députés. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui de ne pas être allé aux élections législatives qui auraient pu permettre à des cadres au sein de votre parti d'être députés et d'avoir économiquement de l'argent? Voilà. J'étais membre du cabinet du président. Oui. Comme on le dit, un proche conseiller, et même je suis dans la famille, moi. Dans la famille, même dans l'intimité. Je suis dedans. Oui. Vous comprenez? Je fais partie de ceux qui ont pris cette décision. De ne pas aller. De ne pas aller. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a eu, même moi ou d'autres personnes, qui ont dit non, il faut y aller. Mais je dis que ça, c'était à l'interne. La décision, après des débats houleux, la décision a été prise. Mon rôle, en tant que membre de la direction nationale, c'était de défendre cette décision et de l'assumer. C'est ce que j'ai fait et je continuerai à le faire aujourd'hui. Certes, aujourd'hui, je pense que si on savait que ça allait se passer comme ça, peut-être qu'on aurait pris une autre décision. Mais cela a été fait, on n'a pas besoin à pleurnicher sur ça. Nous avons encore une fois des compétences, on peut aller travailler et servir si on veut. Alors, Alpha Bakar, aujourd'hui vous parlez de pauses politiques. On parle de retrait momentané notamment. De retrait momentané. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas attiré par un autre camp comme le pouvoir, ou c'est simplement vous occuper de vous-même et de votre famille que vous avez pris cette décision? Moi, je suis natif de Fourikaria. Nous avons, on nous dit souvent que c'est des gens qui disent comme en sous le baie. Ah, c'est clair. Hein? Vous comprenez? Vous avez beaucoup de bruit. Si je voulais aller au RPG ou avec le gouvernement ou ceci ou cela, j'ai des relations dedans. Je pouvais gérer ça. Croyez-moi. J'allais assumer ça aussi. J'ai assumé mon choix à Selou Dalein. J'ai assumé ma décision d'abandonner mon travail qui payait bien, à travers lequel je supportais ma famille. Je suis rentré ici. J'ai assumé toutes les activités et tous les risques que j'ai pris. J'ai failli prendre des balles ici autour de Selou Dalein. Tout le monde sait l'engagement que j'ai eu. Vous comprenez? Je n'ai pas failli à mon devoir. Je le dis ici à tous ceux qui m'écoutent. Si j'avais envie d'aller dans un autre parti politique, je n'allais pas faire une pause, je n'allais pas faire zigzag, j'allais partir directement parce que personne ne m'a appelé à l'UFDG, je suis venu de moi-même. Je veux dire à Sékou-Touré, parce que Sékou-Touré nous regarde, au président Alpha Condé, que voyez-vous, il n'est pas facile d'être opposant pendant 40 ans. C'est pas du tout facile. Et Alpha Bakar s'en va, il fait une pause, parce qu'il ne peut pas tenir les deux bouts. Il ne peut pas tenir le combat politique d'une main et puis nourrir sa famille de l'autre main. Ça, c'est clair. C'est du réalisme, monsieur le président. Mais en même temps, n'assoiffez pas tous les opposants. Ne faites pas d'eux des gens qui soient obligés de se mettre derrière un chef de file qui a 4 députés et d'aller vous rencontrer pour quelque chose, quand même, quelques petits avantages. C'est pas bon pour la démocratie, pour la bonne santé de la démocratie. Donc, ça, c'était son message. C'est important. Non, si on payait la prime du chef de file de l'opposition, je pense qu'on aurait peut-être pu éviter. Il y a un lien ou il y a un lien? Non, moi, je souhaite quand même poser cette question à Alpha Bakar. Dans la gestion d'un parti aussi grand, aussi dense, un parti comme l'UFDG, vous savez tout ce que vous preniez comme risque. Mais dans la gestion de ce parti, par Selou Dalein, vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas eu de choix politique qui ne soit pas du tout en harmonie avec vos valeurs, avec ce que vous partagez. Qui n'a pas posé d'acte qui ait amené le parti dans un tournant assez fatal aujourd'hui, en tout cas, là où ce qui fait que le parti peut tanguer. Vous n'allez pas nous dire que tout a été rec. Il y a quand même des difficultés. Non, mais personne ne vous dit ça. Personne n'est parfait. On peut avoir pris des décisions, parce que je m'associe à toutes ces décisions. Il n'y a aucune décision qui a été prise. Vous ne la doublez pas, vous n'êtes pas un béni oui auprès de Selou Dalein. Non, mais alors là, vous êtes un béni oui. En fait, je suis même reconnu parmi les rares personnes, les rares cadres qui viennent voir Selou Dalein pour dire ce qu'ils pensent. Les rares, je vous assure. Comprenez? Je dis que je m'associe à toutes ces décisions.
personne n'est parfait. Il peut y avoir eu des décisions qui n'étaient pas peut-être fructueuses. Oui, comme lesquelles ça peut, non. Comme lesquelles? Moi, je ne sais pas, mais ça peut arriver. Quelques-unes au moins, Alpha Bakar. Non, mais attendez, je ne vous dis pas qu'il y en a eu. Ah, il n'y en a pas eu alors? Je dis qu'il peut y avoir. Oui. Comme quoi, par exemple? Je dis... Le législatif, par exemple? Pour toutes ces décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises... Pas de langue de bois. Je vous ai répondu pour les législatives. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous les partagez. Je les assume. Mais avant parce que je faisais partie de ces gens-là qui ont pris cette décision. Avant vous, des cadres également du parti, en tout cas des militants, non pas des moindres du parti, ont reculé, ont démissionné même. Mais écoutez, toutes ces personnes, chacun a ses propres raisons. Mais la raison fondamentale, lorsque vous vous êtes battu pendant 10 ans, vous vous épuisez. Vous vous épuisez. Et le problème principal... Politiquement, Alpha Condé a fait 40 ans. 40 ans de lutte politique. C'est différent. Lui, il n'est pas Alpha Condé. C'est différent. Écoutez, c'est différent. Il y a un souci de conviction alors. Non, il n'y a pas de souci de conviction. Les valeurs que j'ai défendues jusqu'ici, je les défendrai encore. Je pense que vous défendez les mêmes valeurs. Parce que pour moi, mais vous n'êtes pas activiste politique. Vous auriez pu, par exemple, vous éclipser tout doucement, aller pour votre formation et revenir sans pour autant l'annoncer officiellement. Justement, dire officiellement, il peut pas se c'est dérober. une forme de démission par rapport à votre combat politique. Justement, ce n'est pas possible. Dans le contexte guinéen, malheureusement... Il connaît son parti. Non, ce n'est pas le parti. Dans le contexte guinéen, malheureusement, croyez-moi, j'ai essayé. Il y a des entreprises ici. Ça ne devrait pas se passer comme ça. D'accord. Malheureusement, lorsque vous êtes une figure de l'opposition connue, parfois même si ce n'est pas l'avis du président de la République, des ministres ou du gouvernement, les gens font un excès de gel. Ils ont peur de vous employer. J'ai essayé, je ne cite pas ici les noms, je suis allé j'ai fait un process, une interview. Je suis allé jusqu'à la fin du process. Tout était bien. Lorsque la dernière personne m'a vu, croyez-moi, elle a sursauté. C'est vous? Oui, c'est moi. Vous, je vous connais. J'ai dit oui, tout le monde me connaît. Vous comprenez? Je vous épargne la suite. Donc, vous savez, c'est comme ça, ça fonctionne malheureusement chez nous. Et moi, je ne suis pas un anonyme. Grâce à Cellou Dalein Diallo, à la confiance qu'il m'a témoignée, aux responsabilités qu'il m'a confiées, la place qu'il m'a donnée dans son système, je suis devenu quelqu'un de connu de tout le monde. Je suis une figure de l'UFDG et de l'opposition. C'est difficile pour les entreprises de m'employer comme ça et que ça passe inaperçu. À cause de l'appartenance politique. Et deuxièmement, je ne peux pas aller, lorsque moi c'est 24 heures sur 24, me dérober comme ça et aller incognito travailler. Il faut que je vienne dire au président Cellou, et c'est ce que j'ai fait. Je suis venu le voir. Je lui ai expliqué les problèmes. Comment a-t-il réagi? Je lui ai parlé. Il a tellement bien pris ça. Il a été réceptif. Il a été compréhensif. Il m'a même dit que la politique, c'est pour les retraités. Souvent, les jeunes prennent du courage pour abandonner leur profession, pour venir s'engager, et il ne peut pas me refuser cela. Bien, on va donc passer. Il a été compréhensif. On est allé. Donc c'est lorsqu'on s'est quitté. Certains parlent de trahison. Non, pendant que le parti a des problèmes. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Cette affaire de trahison, j'ai appris ça. Mais vous savez, on ne peut pas aller répondre à tout le monde. Moi, je suis tranquille avec ma conscience. Je suis tranquille avec Cellou Dalein Diallo. On n'a pas de problème. Je suis tranquille avec ceux qui me connaissent. Ils savent que je ne peux pas faire des choses comme ça. Et si je dis que si je voulais vraiment trahir, si je voulais faire quelque chose pour aller au gouvernement à ceci ou cela, croyez-moi, j'en avais les moyens, j'en avais les relations, j'allais le faire et l'assumer. Parce que personne ne va me frapper ou m'emprisonner pour mes postes que j'ai choisis. Alors après Ahmed, vous allez exprimer cette question dans la rubrique qui va venir. On passe à cette rubrique. Les grandes gueules. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Je pense un peu franc ce matin. On va essayer de voir ça dans cette rubrique. Allez-y, Moussa Moïse. Oui ou non, Alpha Bakar, c'est parce que vous ne voulez pas séjourner à l'hôtel 5 étoiles que vous décidez de reculer et de partir? Non, pas du tout.
Alors, oui ou non, et les prochaines élections présidentielles, vous allez claquer tout un certain moment pour venir accompagner le président Dalein? Il n'est pas exclu. Oui ou non, votre amitié avec Senkoun Kaba de la présidence a beaucoup influencé votre décision? Je voudrais que vous me permettiez de répondre ça, parce qu'on parle de Senkoun, on parle de Kassouri, on parle de... Vraiment, je voudrais... Joker, vous allez expliquer derrière. On continue avec la rubrique. Allez-y, Antoine. Oui ou non, votre non-élection à la mairie de l'Abbé et le fait de ne pas être élu député sont les raisons principales pour lesquelles vous retirez de la vie politique momentanément? Ce ne sont pas les raisons principales, mais si j'avais été élu, bien sûr, j'allais m'occuper. Alors, après l'échec lors des élections présidentielles passées, le conflit générationnel qui a beaucoup pesé vous a amené à reculer. Oui ou non? Non, il n'y a pas eu de conflit. Croyez-moi, il n'y a pas de conflit. Je vous ai dit que j'ai pris ma décision depuis fin 2018 parce qu'il fallait aller travailler. Non, je ne pouvais pas continuer à rester comme cela avec tout ce que j'ai comme background. Non. Oui ou non, vous avez déjà une offre d'emploi en Guinée? Non, mais je suis dans la procédure. Oui ou non, certaines pratiques au sein du parti vous ont déçu et ça vous a aussi amené à réfléchir à votre avenir politique, à votre avenir professionnel? Non, pas particulièrement. Dans le Joker, vous répondrez aussi à la question de savoir, un internaute demande, est-ce pourquoi vous n'avez pas fait comme Akoumba Diallo? Il n'a pas mis sur la place publique, mais ceux qui le savent. Il n'est plus de l'UFDG. Oui. Il répondra bien évidemment avant cette autre rubrique. Les grandes gueules, le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Merci soumettre. Alors, on va vous dire, on donne le nom d'une personne, sa photo sera à l'écran et vous allez donner vos impressions, même si vous ne le vouliez pas. Désolé. Allez-y, Moussa Moïse. Oui, Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Un grand frère qui a été très utile lorsque j'étudiais, lorsque j'étais tout jeune, et pour qui je serai éternellement reconnaissant. Alors Senkoun, ok. Baouri. Senkoun Kaba, c'est un ami de plus de 18 ans. Okay. Nous avons bourlingué ensemble en Europe. On a fait beaucoup de jeunes beaucoup de choses entre jeunes. Oui, Baouri. Baouri, écoutez, il a été à un moment donné un mentor. J'étais très proche de lui. Et je suis pas d'accord, j'étais pas d'accord avec ce qu'il a fait, la voie qu'il a suivie en 2016. Maintenant, je le vois bien peut-être en train de rectifier le tir. J'espère qu'il continuera ainsi. Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo, un mentor, un idole, un grand frère. Et croyez-moi, même quand j'étais jeune, je le voyais à la télé avec son couteau. J'ai toujours voulu être comme lui. Ibrahima Sori Traoré de Guinée 7. Ibrahima Sori Traoré, comme tous les journalistes, c'est un ami. Nous avons eu des accrochages à un moment donné à cause de son acharnement et puis dans l'affaire Koula et à cause de son absence dans le procès de Koula, je lui en voulais, mais on a réglé ce problème entre amis. Alimatou Dalein Diallo. Alimatou Dalein, disons que c'est la mère de famille à l'UFDG. Peu de femmes en Guinée peuvent avoir le courage qu'elle a et le soutien qu'elle peut apporter à son mari. Je lui tire chapeau. Alors, Alpha Condé. Alpha Condé, le président de la République. Oui, mais... Là, il sourit, là. Non, je dis que Alpha Condé, pour moi, il aurait dû prendre une autre voie pour forcer la réconciliation entre les Guinéens. Il s'est battu pour la démocratie en Guinée pendant 40 ans, mais sa présidence n'a pas suivi cette voie qui s'était fixée. Il n'est pas trop tard de bien faire. S'il veut le faire encore, j'entends trop de discours. Je souhaiterais qu'il passe à l'acte désormais pour imposer une... Et permettez-moi de l'exhorter quand même, de
d'élargir ces prisonniers qui sont en prison. La place de Ibrahima Cherif Ba, Ousmane Gawal, tous ces anonymes, Selou Baldé, Abdoulaye Bass, Etienne Soropogui, Ousmane Kondé, c'est Souleymane Kondé, Ismaël, leur place ce n'est pas en prison. Je pense que le président de la République pourrait mieux faire en élargissant. Certes, c'est une affaire judiciaire, mais on ne s'en sortira pas sans une solution politique et il peut jouer le premier rôle dans cela. Je l'exhorte vivement à traiter cette question pour qu'on puisse avancer. Et il y a aussi deux autres questions fondamentales pour moi. J'ai dit que je ne fais plus la politique, mais laissez-moi parler de ça. L'ouverture des frontières, notamment vers le Sénégal. J'ai parcouru l'Abbé, Mali, Tougué, tout dernièrement en janvier. Les gens souffrent. Ça, ce sont ces populations, c'est des populations guinéennes qui souffrent. Je pense qu'il devrait agir dans ce sens comme il a fait avec la Sierra Leone, ouvrir ses frontières et faire souffler un peu sa population. Troisième point. Aujourd'hui, il y a des leaders politiques, dont c'est Loudalen Diallo, qui sont interdits de voyage, qui ne se mouvoient plus. Moi, je pense que la levée de cette interdiction permettrait de faire souffler les uns et les autres et qu'on arrête de faire de la politique 24 heures sur 24. Je pense que ce n'est pas dans son intérêt à faire de la gestion permanente des crises. Pendant tout le temps, il a forcé la situation, il a ses 6 ans, mais il faut que pendant ces 6 ans-là, qu'il règle tous les problèmes qu'il n'a pas réglés. Regardez-moi dans les yeux, regardez-moi dans les yeux, dites-moi clairement, dites-moi jamais, on ne vous retrouvera aux côtés de l'actuelle gouvernance pour une gestion quelconque du pouvoir. Dites-moi jamais. Pourquoi vous voulez que je dise jamais? Non, mais c'est une question que je vous pose. Non, je ne peux pas vous dire jamais. On ne dit jamais ce n'est pas exclu. Donc c'est never never. C'est pas exclu. Donc c'est never never, c'est clair, mon frère. Écoutez ma question. Je dis qu'à mon âge, on ne peut pas dire never. Moi, je me suis battu. Il n'est pas exclu de retrouver Alpha Bakar dans les jours prochains. Je me suis battu pendant 15 ans. Oui. Pour que Selou Dalein, mon leader, se retrouve à Sectouria pour que je sois à la présidence avec lui. Ce qui n'a pas été possible. Pour l'instant. Oui. Mais croyez-moi, j'ai la ferme conviction qu'il ira. Donc, est-ce possible qu'un jour que vous retrouviez au côté d'Alpha Condé? Pour l'instant, je n'y ai pas pensé, mais je ne dirai jamais dans ma vie, jamais je ne ferai telle chose. Si j'avais dit que jamais je n'allais quitter cette vie politique qui me passionnait tant, vous voyez ce que ça allait faire. Mais en 2018, j'étais face à la réalité. En 2020, je suis face à la réalité. Mes enfants, ma famille, ainsi de suite. J'ai pris une décision. Ça peut arriver dans 1 an, dans 2 ans, que je prenne une autre décision. C'est comme ça la vie humaine. Alpha Bouakarba, merci d'être passé chez les grandes gueules. Mon joker. Un dernier mot. Bien sûr, le joker. En une minute. Alors, je dis que j'ai entendu beaucoup de choses, y compris dans la direction nationale. On me traite de taupe, d'espion, de ceci ou cela. Moi, je pense que la direction nationale devait s'occuper plutôt à régler les problèmes, s'il y en a, et laisser un jeune qui dit « je vais travailler, qu'on me permette d'aller travailler tranquillement, je ne veux pas de conflit et je n'aurai pas de conflit ». Ça, c'est un. Deuxièmement, je n'ai jamais été taupe, je n'ai jamais été espion et je ne peux pas l'être, je ne pouvais pas l'être. Quant à Kassory Fofana, oui, je vous dis et je l'assume, je l'ai longtemps assumé, c'est mon grand frère. C'est son père qui a accueilli le mien à Fouré-Karia, l'a aidé à s'installer. Sa mère a été la marraine de la mienne. À l'enterrement de sa maman, quand il s'est retourné, il était dans la tombe. Il y avait beaucoup de ses frères autour de lui. C'est ma main qui l'a tiré pour être dedans. Ça peut vous montrer jusqu'où notre lien familial est. Et il a beaucoup fait lorsque j'étais étudiant. Je ne peux pas, pour aucune raison politique, nier cela. Et je demande à tout le monde que tout le monde assume ses amitiés. Bien sûr. La politique n'est pas une frontière. On arrête de se dérober. Deuxièmement, Senkoun Kaba, c'est un ami depuis 2018, depuis 98. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas parce qu'il est à la présidence qu'il a coupé les ponts entre nous. Il pouvait le faire. Il ne l'a pas fait. Nous assumons cela. Tout le monde connaît mon lien avec ce dernier. Si je voulais être à leur service pour faire quoi que ce soit, j'allais bien faire mon jeu. J'allais bien cacher tout ça et ne pas l'assumer. Moi, lorsque le Kassory Fofana a été nommé Premier ministre, croyez-moi, à l'UFDG, on m'appelait pour me dire félicitations, ton frère est nommé. Parce que tout le monde connaît nos relations. Bien. Je l'assume.
Il assume. Merci. Donc, Alpha Bouakarba. Merci d'être passé dans ce studio. Merci bien. Bien. On continue cette émission. On va terminer avec... on ne peut pas passer à côté un baobab. Donc, c'est affaissé, il faut le dire, le doyen Djibril Tamsir Niane. Une fierté mondiale, il faut le dire. Mondial, je pense que c'est l'humanité qui le pleure. C'est le monde de la littérature qui le pleure. C'est l'Afrique qui a perdu l'un de ses dignes fils. Je pense que de notre histoire contemporaine, c'est vraiment l'une des seules lumières qui nous restait. Nous avons encore, certes, Tierno Monenembo, mais Djibril Tamsir Niane avec cette particularité de percer les secrets donc, de l'histoire de notre pays. C'est une énorme pète, que de mystère autour de sa disparition. Au lendemain de la disparition de sa sœur jumelle. Je trouve que l'État guinéen doit s'impliquer pour qu'on lui réserve tout l'honneur qu'il mérite, sincèrement. En le faisant, on aurait grandi non seulement le monde de la littérature, on aurait aussi grandi la Guinée entière. Je le dis parce que vous savez tout de même comme moi que les restes de Camara Laye se trouvent du côté du Sénégal. C'est une amertume pour nous autres qui avons été au biberon des différents livres écrits par ces œuvres-là. Donc je trouve que l'État doit s'investir. Djibril Tamsir Niane, ce n'est pas n'importe qui. Il faut qu'il soit là en Guinée et qu'on lui réserve tout l'honneur qu'il mérite. C'est un baobab. C'est un baobab qui s'est couché. Donc allez-y Antoine. Je sais que les cérémonies funèbres sont interdites au regard de la décision gouvernementale. Mais je me dis que pour ce qui est de la mort de Djibril Tamsir Niane, il serait impensable qu'on ne lui accorde pas l'honneur qu'il mérite. Qu'on ne réserve pas à sa dépouille tout l'honneur qu'il mérite. L'accueil qu'il faut. Et j'espère que l'État va s'y mettre pour que Djibril ne soit pas enterré anonymement. Bien, allez-y Daouda. Oui, et ça, il faut présenter les condoléances au peuple de Guinée, à sa famille biologique. Et aujourd'hui, rappeler cette histoire que le reste encore de Camara Laye soit au Sénégal et qu'on le veuille aussi pour Djibril Tamsir Niane, je crois que c'est impensable. C'est vrai, on ne peut pas vouloir aujourd'hui que tout le monde se regroupe pour défier cette interdiction. Il faut le faire dans les règles de l'art, mais il faut lui rendre ce grand hommage. Bien. Voilà. C'est vrai, moi je pense qu'il peut être enterré ici et tout en respectant, comme vous l'avez signalé tout de suite. Il doit être enterré ici. Et je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles pour que cela soit fait. Et c'est un grand homme, ça il faut le signaler. C'est quand même l'un des écrivains africains et guinéens qui a étudié dans presque tous les pays francophones. Vous lisez son livre quand vous êtes au Cameroun, à l'école, au lycée, vous lisez aussi quand vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, je pense que c'est vraiment un grand héritage qu'il a laissé, et l'État devrait se bouger pour qu'il y ait des Tamsir Niane ici. Mais surtout, moi je demande, l'État parfois ne fait pas cela, mais il y a des privés qui le font, comme Sansi Kaba. Moi je veux lui dire qu'il a du pain sur la planche. Il devrait se battre aujourd'hui pour que d'autres écrivains puissent émerger en Guinée, pour qu'on puisse aussi non seulement les lire ici, mais aussi à l'international. Il ne faudrait pas que ça se limite à ces deux comme Camara Laye, tout ça. Je pense qu'il y en a d'autres. Il faut aussi vulgariser les œuvres qui sont en train de produire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même de grands écrivains en Guinée. Djibril Tamsir Niane, une fierté donc, un géant qui s'en va parce que tous les Guinéens sont fiers. Il a participé à la rédaction de l'histoire contemporaine de l'Afrique, qu'il repose donc en paix. Voilà comment on termine ce numéro des Grandes Gueules. Merci à vous tous qui nous avez regardés à la télévision, à l'international sur Espace TV. Merci à Mohamed Diaby qui a conduit cette émission à la radio, à Vladimir Poutine, Cabinet Condé bien entendu, et à Nalaï Sidibé, à Mafata Sano, tous ceux qui sont du côté de la régie. Merci à vous tous à l'international. Nous vous retrouvons demain avec un autre numéro. Toutes nos excuses pour ces deux autres sujets qu'on n'a pas pu aborder. On les abordera certainement demain. À demain.
Kallac Radio dans le Nabaya. Missira, Bordeaux, Sinkefara 1 et 2, Sogbey,